Bonjour à tous, vous pouvez respirer à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne de Télé Grenoble. Très heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures. On va passer une partie de l'émission aujourd'hui au Pakistan, où l'on trouve quelques-uns des plus beaux et des plus hauts sommets de la planète, notamment le Broad Peak et le K2 que mes deux invités connaissent bien. Antoine Girard, bonjour. Bonjour. Parapentiste de l'extrême, qui n'hésite pas d'ailleurs à manier le piolet. Premier homme à survoler un 8000, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur le plateau de Télé Grenoble ces dernières années. En face de vous, il n'a pas encore écrit de livre, parce qu'Antoine a écrit ce bouquin Parapente, alpinisme et vol bivouac autour de la planète qui vient de sortir et dont on va parler au cours de cette émission. Pas de livre pour Benjamin Védrine, ou alors ça m'aurait échappé, Benjamin? Non, pas de livre. Bon, ça viendra, j'en suis sûr. Guide de haute montagne, alpiniste de haut niveau, qui n'hésite pas, lui non plus, à sortir la voile quand les conditions s'y prêtent. Je crois que c'est la première fois que vous vous retrouvez tous les deux sur un même plateau télé. Hein. Oui, exactement. Bon, ça devrait bien se passer. Normalement, vous avez pas mal, pas mal de points en commun. J'évoquais ce livre... Antoine, qui raconte vos 5 dernières années d'expédition un petit peu partout autour de la planète. En fait, ça rappelle à la fois les expéditions. Je raconte un peu les expéditions qu'on appelle de vol bivouac, où c'est partir avec sa tente, son parapente et traverser des chaînes de montagne. Hein. C'est des fois plusieurs milliers de kilomètres, hein. Ça va jusqu'à 3000 kilomètres. Et aussi, en parallèle, c'est l'évolution des 5 dernières années où je vais faire du paralpinisme, où je redéfinis le paralpinisme et je raconte un peu l'évolution, la découverte, l'apprentissage et enfin la réussite à la fin. Le vol bivouac, vous le pratiquez depuis très longtemps. Vous avez calculé le nombre de kilomètres que vous avez pu faire au cours de vos différentes expéditions? Aucune idée, mais ça fait beaucoup parce que la plus petite expédition, c'est 1000 km et ça va jusqu'à 3000. Et là, avec les années, ça cumule vite. Ouais. Bon, là, on voit quelques images dans la cordillère des Andes, si je me souviens bien. Vous avez volé au-dessus de tous les continents? Pas encore. Il vous manque lequel? L'Antarctique. Ah oui, c'est peut-être pas le plus facile pour voler qu'un parapente. Il n'y a peut-être pas beaucoup de thermique là-bas. Pas beaucoup de thermique, mais on peut jouer avec le vent justement sur les icebergs et sur des choses à faire. Bon. Au moins pour jouer. Benjamin, je disais, vous aussi, vous pratiquez le parapente? Je pratique le parapente, alors pas dans la même démarche qu'Antoine, mais plus dans une optique de marche et vol. Donc pour redescendre plus rapidement des montagnes, après avoir gravi la montagne à pied ou en grimpant. Bon, là, on vous voit pas très loin de chez vous, hein, dans le massif des Écrins. Vous décollez de l'aile froide. Ouais, c'est l'aile froide orientale. C'était avant les premières neiges. Et donc voilà, en partant du village d'Aile Froide, il n'y avait personne ce jour-là. C'était top. Les conditions étaient hyper agréables. Donc ça permet vraiment de faire des vols hyper originaux. Comme là, au-dessus, on survole le glacier noir. Donc ça fait une boucle hyper sympa où on monte par le vallon du Célé. On remonte la voie normale et puis on descend par un autre vallon totalement différent. Bon, ça ménage peut-être les genoux pour durer dans ce métier. Moi, j'ai beaucoup de tendinite jusqu'à que j'ai commencé le parapente. J'en ai plus. Bon, voilà, une bonne solution. Puis un bon combo, comme on dit, de monter par ses propres moyens et de redescendre en volant. Vous avez d'autres points communs tous les deux, et notamment une histoire particulière avec une montagne qui s'appelle le Broad Peak, qui est un sommet du Pakistan qui fait partie des 14 8000, même si ce n'est pas le plus connu des 8000. Alors il est là, le Broad Peak. Il est à droite du parapentiste qui est sur cette photo, qui n'est autre qu'Antoine. Hein. C'est bien moi. Donc à droite, on a le Broad Peak, et puis à gauche, c'est le K2. Les deux 8000 de cette région du Pakistan, le K2 qui est certainement le plus connu des trois. J'ai vu que le Broad Peak s'appelait le K3 à une époque. C'est possible. Oui, en fait, c'est le nom. Et ils ont répertorié par K1, K2, K3, K4, ainsi de suite, jusqu'à je ne sais pas combien. C'est les premiers explorateurs qui ont nommé ces sommets comme ça. Bon, le K2, lui, a gardé son nom d'origine. Voilà, cette montagne à 8611 mètres. C'est le deuxième sommet le plus haut de la planète. C'est aussi réputé être celui le plus compliqué à gravir. Cet été, Benjamin, vous étiez au pied de ces deux montagnes. Hein. Vous aviez jeté votre dévolu sur cette région avec une idée bien précise en tête. L'idée, c'était exactement de faire quelque chose de très précis, de grimper en gros un 8000 à la journée, donc sans faire de camp intermédiaire, depuis le bas de la montagne jusqu'au sommet d'une traite. Et j'avais comme objectif de gravir le Broad Peak de cette manière-là. Donc après une période d'acclimatation plutôt longue, parce que pour acclimater son corps à 8000 mètres et pouvoir aller vite, il faut rester longtemps à ces altitudes-là, enfin du moins à 7000 mètres et plus si possible.
Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une première fois le Broad Peak sans cette ambition-là, donc en 2 jours. Et puis ensuite j'ai pu réussir à faire ce qu'on appelle dans le jargon un one push. Et puis ça a bien marché. Voilà. J'ai voulu battre aussi le record qui avait établi en 1984 par Krzysztof Wielewski, un Polonais. Et c'était en 15h40 à l'époque. Et là donc j'ai pu mettre 7h28 d'ascension. Ouais, montage express, même si il faut quand même accéder au pied de ces montagnes. On l'a vu là sur ces images, la marche d'approche prend un petit peu plus de temps finalement que de faire le sommet avec vous. Ouais, au final c'est un petit peu ça l'idée, sachant qu'en plus la marche d'approche, moi je la compte presque depuis la France. Et voilà, entre prendre l'avion, entre aller d'Islamabad à Skardu, etc., ça prend un bon moment, ouais. On a vu les images du camp de base. Il se situe à quelle altitude? Le camp de base du Broad Peak, il est à 4800 mètres. Donc c'est une altitude à laquelle en fait l'organisme il a du mal vraiment à se reposer. Ouais, on est déjà haut là. Ouais, on est déjà haut et on peut pas rester indéfiniment en gardant son pic de forme. 4800 mètres jusqu'à 8047, je crois que c'est l'altitude du... 46 ou 51, ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend des années, des corniches de neige. Non, mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que je me posais. J'ai jamais vraiment su pourquoi, mais sur Internet, effectivement, il y a 2 altitudes différentes en fonction d'un site à un autre. Alors, j'ai jamais su trop pourquoi. On va demander à Rodolphe Popier, le spécialiste de l'Himalaya et du Karakoram. Bon, à la louche, ça fait 3200 mètres à peu près de dénivelé par rapport au camp de base. Ces images du camp de base, Antoine, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, j'y étais aussi. Sur ce camp de base-là, j'étais en 2008-2009 et juste à côté au K2 en 2006. Oui. Ouais, parce que vous aviez vous aussi tenté l'ascension du Broad Peak. J'ai retrouvé ces images de 2009 où vous pataugez, on va dire, dans la neige profonde avec Elisabeth Revol, qui est, comme vous, une alpiniste dromoise. Vous vous souvenez de ça, forcément? Complètement, oui. C'est mon souvenir. C'était bon, on faisait pas pareil, on n'essayait pas de le faire à la journée, pas du tout. On essayait de s'acclimater d'ailleurs à l'époque. On voulait partir sur le K2 derrière, mais cette année-là, trop de neige comme on le voit et ça n'a pas arrêté. Du coup, on a abandonné le projet. Ouais. Voilà, Elisabeth Revol, qui a été très médiatisée en 2018 après une tentative hivernale au Nanga Parbat, qui s'était terminée par une opération de secours in extremis, mais qui a une longue carrière en Himalaya et sur ses plus hauts sommets du monde. On le voit là, le sommet du Broad Peak. Vous aviez réussi à l'atteindre ou pas? Non, on n'a pas réussi à l'atteindre. Moi, j'ai réussi heureusement à décoller du camp 3 parce qu'au moins j'ai fait quelque chose dans l'expédition. Voilà, c'était à l'époque, c'est le plus haut vol que j'avais fait. Et non, mauvais temps, on n'a pas bougé quasiment du camp de base. On a fait des petites montées comme ça express, mais même à chaque fois, c'était maximum 2 jours. On ne pouvait pas trouver plus de 2 jours de beau temps pour monter, donc c'était compliqué. Tu vois, sur ces images, on avait l'impression que vous n'étiez pas très loin. Il y avait le petit col et puis hop, l'arête à droite. Ouais, là, on était au camp 3 sommet, il y a une petite trotte. Hein. Ben ça va, Benjamin, il peut le faire rapidement, mais pour nous, c'est long. C'est un peu une illusion d'optique, ouais, quand on est au camp 3. Mais on a l'impression de proximité. Et les images écrasent peut-être un petit peu la pente et le dénivelé. Alors Antoine, qui est parapentiste dans l'âme, était venu même sur ce 8000 avec le parapente dans le dos. C'était mon début. En fait, j'ai appris le parapente pour redescendre du sommet. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une histoire d'amour avec ce sommet, quelque part. Alors d'ailleurs, je crois que vous l'aviez monté d'abord une première fois, le parapente, avant d'essayer de le retrouver suite à des chutes de neige. Ouais, parce qu'en fait, porter tout le matériel, c'est lourd, hein, la tente, le duvet, la nourriture, le parapente. Et quand on est haut, en fait, quand on est au point le plus haut, j'enterre le matos, je mets un petit bâton comme on le voit qui dépasse, puis on essaie de le retrouver après. Ouais. Alors, enterré, je dirais plutôt enneigé. Enneigé, oui. Ah. on va le voir comme ça. Il y a peut-être des parapentes en fait qui traînent depuis des années enneigés sur les sommets de plus d'une 1000, parce qu'il faut être capable de remonter le chercher pour la tentative de décollage. Vous aviez une appréhension de décoller à une altitude aussi élevée quand on débute, entre guillemets, dans la discipline? Je débutais le parapente, justement. Je ne savais pas ce qui était dangereux, ou pas assez, du moins. Maintenant, c'est pas un peu fou quand vous avez débuté. Je prendrais un peu plus de pincettes aujourd'hui pour le faire. Je le ferai pareil, mais voilà, c'est un peu l'insouciance. Bon, le vol, c'est heureusement bien passé, sinon vous ne seriez pas là. On a même quelques images qui ont été prises depuis le camp de base. C'est bien vous, là, qu'on bien moi, là, devine sur ce petit point. On a l'impression que je suis bien au-dessus du sommet, mais pas du tout. Je décollais à 7002 ou 7003, je ne me rappelle plus. Et oui, puis après, c'est impressionnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de... L'air ne porte pas beaucoup. C'était une petite voile pour l'époque, parce qu'on est en 2008. Ça faisait à peine 20 mètres carrés. On pose quand même très, très vite, donc ça fait peur, ouais. On descend combien de temps, les 3000 mètres de dénivelé qui... Ouais, c'est assez long, hein. Ouais. À 3000 mètres, on a le temps. J'étais allé faire un tour vers le K2, j'étais revenu. Non, c'était
Une belle première expérience dans l'Himalaya. Ouais. Bon, on n'a pas le son, mais vous avez impressionné pas mal de monde au camp de base. Hein. Ils se demandaient qui était ce... C'était pas très connu à l'époque. Par rapport en Himalaya... Qui était ce gars qui descend avec une voile d'un sommet de plus de 8000 mètres. Réception, on n'a pas eu de posée. Donc on ne peut pas savoir si ça s'est bien passé, mais ça a l'air. Très bien. Ouais. Il y a de la neige un peu partout. Cette année, il y avait pas mal de neige, donc c'était cool. Bon, Benjamin, cet itinéraire qu'Antoine a fait donc en 2009, finalement, vous l'avez pratiquement répété dans les grandes lignes 13 ans après. Ouais, c'est marrant de revoir ces images-là parce que ça n'a pas changé au fond, hein, même s'il y a un peu de déglaciation sur le glacier du Baltoro, mais à cette altitude du camp 3, non, c'est pareil. Donc je revois effectivement le terrain. Et nous, cet été, je suis parti avec Nicolas Jean. On a eu vraiment de la chance sur les conditions météorologiques. C'était un été extraordinaire. Donc on a pu vraiment profiter et faire le sommet tous les deux. Et puis moi, faire ce one push à la suite et puis décoller du sommet en plus. Donc, C'était prévu que vous fassiez d'abord, on va dire, le sommet de façon classique en prenant, entre guillemets, votre temps. Et puis, Non, au début, on s'était dit on voulait faire vraiment une ascension éclair, du bas jusqu'en haut, direct, sans ascension préalable comme les autres le font avec plusieurs camps. C'était vraiment ce qu'on voulait faire avec Nicolas et le faire à deux et arriver tous les deux au sommet après l'avoir fait en one push. On voulait découvrir les 8000 un peu comme ça. Après, une fois qu'on était sur le terrain, tu as 3000 mètres au-dessus de toi depuis le camp de base, tu revois un petit peu tes objectifs à la baisse et tu dis ça serait peut-être pas mal quand même de le faire une première fois en mode tranquille parce que c'est quand même des altitudes où on rigole et tout, mais voilà, il y a quand même des risques considérables, des risques considérables par rapport à l'hypoxie, au manque d'oxygène. Donc il faut quand même faire vraiment attention et on sent ce stress-là avant qu'on aille là-haut, on ne sait pas du tout comment le corps va réagir. 7h28, vous l'avez dit, pour plus de 3000 mètres de dénivelé. Vous avez divisé par deux le précédent record. Là, on vous voit sur ces images en train de prendre vos marques sur la montagne. J'imagine qu'on s'allège au maximum, qu'il y a du ravitaillement qui est mis en place, etc. Comment ça se passe pour vraiment réaliser une performance de ce niveau-là ? Là, ce qu'on voit dans les images, c'est effectivement l'acclimatation. Donc là, on est monté jusqu'au camp 3 depuis lequel on a décollé en parapente. Et pendant cette acclimatation, en fait, on en a profité pour déposer du matériel à 6600 mètres, donc ce qu'on a appelé, nous, le French Camp, parce qu'il n'y avait pas vraiment de camp officiel à cet endroit-là. On avait une tente dans laquelle on a tout mis ce dont on avait besoin pour le jour J, le jour du one push. Donc c'est un réchaud, du gaz, de la nourriture, des habits plus chauds. Et donc moi, le jour où je suis parti, j'avais vraiment rien laissé au hasard en termes de poids, de légèreté. J'étais vraiment au gramme près. Donc j'avais vraiment un sac en tissu de parapente hyper light. Et dedans, j'avais juste... j'avais quand même une pharmacie. Voilà, parce que maintenant, je sais que c'est souvent utile, les pharmacies. Puis j'avais vraiment le strict nécessaire. Et j'étais très léger, je ne pouvais pas aller à 8000 mètres. Par contre, une fois que j'ai atteint ma tente à 6600 mètres, là, je me suis équipé... en mode himalayiste, et donc là j'avais mes guêtres de chaussures, j'avais les grosses doudounes qu'on connaît, les gants, etc. Donc cette dépose-là de matériel, elle m'a fait économiser dans les 4 kilos à peu près, je dirais, dans ces eaux-là, pendant 2200 mètres, et ça m'a permis d'aller vraiment beaucoup plus vite sur la partie basse. C'est un choix que j'ai fait, c'est ce qui me permettait vraiment d'aller le plus vite possible, et c'était ma volonté sur cette expédition, c'était de voir jusqu'où moi, en tant qu'être humain, j'étais capable de pousser... jusqu'où j'étais capable de pousser la machine pour faire un bon temps. Parce que c'était votre première expérience au-delà de 8000 mètres. Oui, sur cette expédition-là, ouais. Moi, avant, j'étais allé à 7240 mètres une première fois et à 7300 mètres une deuxième fois, au-dessus de 7000 du moins. Et cette expé, c'était la première fois qu'on allait, Nicolas aussi, à plus de 8000 mètres, ouais. Donc, quand on fait un record, on n'utilise pas l'oxygène, j'imagine ? Non. Ça serait comme si, effectivement, on faisait un marathon avec un cœur électrique, on va dire. C'est un peu comme ça. Ou un Tour de France avec un vélo électrique. Voilà. Donc, c'est dans notre charte à nous, en tant qu'alpiniste des Alpes. Et puis même, maintenant, c'est universel. De surtout pas utiliser l'oxygène. C'est un produit dopant. 7h28, Antoine, vous expliquez qu'il y avait 3 camps, donc 3 camps, ça veut dire 4 jours normalement pour grimper le Broad Peak. Ouais, souvent on en fait que 2. En fait, c'est les 3 camps pour l'acclimatation. Après, c'est vrai qu'on va souvent camp de base, camp 2, ou deux éventuellement camp 3, et ouais. Bon,
7h28, ça reste quand même... Inimaginable. Ouais, attends, il est là-haut, vous qui c'est avez été sur le terrain, inimaginable. moi je me rends pas compte. Je l'ai vu sur les images, il va pas très vite, Benjamin, mais bon, on est à plus de 7000 mètres Non, d'altitude. après, moi, ce qu'il faut dire avant que je redonne la parole, c'est juste qu'il faut aligner un nombre de planètes qui est extrêmement dur, qui sont extrêmement durs à aligner. Donc, c'est beaucoup de chance également. Il faut provoquer cette chance-là. Mais il faut avoir du monde sur la montagne, il faut avoir la météo qui soit bonne au bon moment, il faut la forme qui soit là. Donc, il n'y a pas que mon talent, il y a aussi beaucoup de chance derrière tout ce record. Ouais. Il y a des difficultés techniques sur cette voie normale du Broad Peak, vous qui l'avez faite tous les deux? Non. Pour Surtout nous, la- non. Au final, on est montagnards, on a l'habitude des pentes de neige. En plus, sur ces voies normales, il y a de plus en plus de cordes fixes qui sont installées très tôt en saison. Donc là, nous, c'était le cas jusqu'au camp 3. Après, l'arrêt finale, où il n'y avait pas de corde fixe, ça reste un terrain, je dirais PD+, dans ces eaux-là. Ceux qui connaissent un petit peu l'alpinisme sauront situer à peu près ces valeurs. Donc, faut pas tomber, faut pas glisser avec les crampons. C'est pas un champ de neige immense dans lequel on peut s'affaler tout le temps. Mais ça reste un niveau qu'on maîtrise techniquement largement. Ouais. Vous le disiez, il y a du monde sur ces voies normales. Quand on grimpe en 7 heures au lieu de 2 ou 3 jours pour les alpinistes classiques, forcément, il faut les doubler, ça bouchonne. Vous aviez anticipé ce paramètre-là? C'était un problème, effectivement. Je m'étais pas mal posé la question à quelle heure je partais le jour du record. Parce que si ça bouchonne au mauvais endroit, c'est-à-dire à la zone la plus difficile sur l'arête, c'est une zone qui dure 40 mètres à peu près, où il n'y a qu'un seul passage. Et donc, si ça bouchonne à cet endroit-là, c'est possible que je doive patienter. Moi, le jour où je suis parti, j'ai décidé de partir à minuit d'en bas. Et j'ai eu énormément de chance parce que pendant la montée, j'ai doublé tout le monde juste avant ce passage-là clé. J'ai plus ou moins calculé, mais à vrai dire, j'étais pas du tout sûr de quel rythme allaient avoir les alpinistes. Donc, c'était vraiment de l'aléatoire quand même. Hein. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de chance. Il y a un calcul, mais il y a aussi, mais c'est ce qui fait la magie de ce genre d'aventure, c'est qu'aussi on ne sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Donc c'est vraiment l'aventure, même sur un terrain qui est préparé, qui est pas aseptisé, mais en tout cas sur lequel on peut marcher sans s'enfoncer dans la neige comme a pu le vivre Antoine quelques années plus tôt. Ouais. Avec un mètre de profonde, ça n'aurait pas été la même chose pour faire 7h28. Impossible. Un record comme ça s'homologue, ça s'officialise, comment ça se passe? C'est une bonne question. Réellement, moi, personne ne m'a posé la question. Après, quand on fait quelque chose d'assez unique en Himalaya ou dans le Karakoram, dans le monde en général, hein, mais il y a toujours des gens qui viennent nous poser des questions après l'expédition sur les données techniques et sur les horaires, etc. Ils ont des sources via des sites, des applications. Ils notent tout ça, toutes ces données techniques, et les suivants, les prochains, peuvent accéder aux informations pour avoir des détails sur l'ascension. Par contre, le Guinness World, les records, là, non. Ouais. Alors, je sais que pour certains alpinistes qui ont fait des records, ils ont été contactés. Me concernant, non, mais je trouve que ça laisse une petite magie qui est un petit peu c'est entre nous, dans la communauté. C'est basé sur la confiance, et j'avais une trace GPS également, donc là maintenant de nos jours c'est quand même quelque chose qui est important pour amener de la précision, de la véracité et de l'authenticité dans les faits. Et puis il y a les photos, voilà, principalement. Donc là moi j'avais une GoPro par exemple et j'ai pu immortaliser ces moments à 8000 mètres. Bon, ceux qui se plongeront dans les archives dans quelques années pour savoir en combien de temps on fait le Broad Peak, ils vont voir 7h30, ils vont se dire ouais, c'est cool. Ouais, Peut-être un peu ils auront surpris. peut-être déjà fait mieux d'ici là. Alors Antoine n'a jamais foulé le sommet du Broad Peak, mais vous avez quand même vous aussi un record sur cette montagne, celui du plus haut vol en altitude. À l'époque, vous étiez le premier homme, on revoit ces images, à voler à plus de 8000 mètres d'altitude. C'était en 2016. Hein. Exactement. Donc c'était le premier vol de l'histoire à 8000 mètres et c'était au-dessus du Broad Peak. Ouais. Bon, j'imagine que vous les avez vues, ces images, Benjamin? Alors moi je les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu quelques-unes d'extraits, et à chaque fois c'est quand même assez incroyable de voir ça. Ouais. Alors, le Broad Peak fait partie des sommets de plus de 8000 mètres, mais ce n'est pas le seul, il y en a 14. Pourquoi vous aviez choisi celui-là, Antoine? Il y a une Alors raison parce particulière? qu'actuellement tout ce qui est Chine et Népal, c'est interdit d'accès en parapente. Donc déjà, ça limite, il en reste Ils plus que 5. n'aiment pas les hommes volants. Non, au niveau autorité, c'est un peu compliqué. Après, il en reste plus que 5 au final, et les 5 sont au Pakistan. Moi, j'avais tenté en fait, en 2016, je voulais survoler un 8000, donc j'ai prévu un tour de vol bivouac qui faisait le tour des 5 sommets de 8000 mètres. Ça l'a pas fait sur les autres. Je pense que Nanga Parbat peut très bien faire. Il faut avoir de bonnes conditions météo, mais ça peut faire. Et derrière, c'est le Broad Peak qui a bien voulu marcher. Voilà, le K2, c'est jouable aussi. G1, G2, c'est plus compliqué. Il y a trop de neige, trop de glace qui empêche les thermiques.
Donc, à mon avis, c'est compliqué. Donc, il y a 3 sommets qui peuvent se faire actuellement. Bon, comme le Broad Peak vous a souri, vous y êtes retourné en 2021 pour essayer d'améliorer la performance. Hein. On voit d'ailleurs ces images où vous survolez d'ailleurs la voie normale avec les différents camps d'altitude. Exactement. Là, c'est un vol qui me permet de monter à 8004, où c'était l'objectif, parce que je me suis donné l'objectif depuis. On m'avait dit que 8000, c'est pas possible à atteindre en volant. J'ai atteint les 8000 et je me suis dit, tiens, maintenant, je vais me donner l'objectif d'atteindre les 9000 mètres en volant. Et pour 2021, l'objectif, c'était clairement de faire du 8004. J'y suis allé, j'ai fait mes 8004. D'ailleurs, je fais 8407 mètres exactement, parce que mon objectif était à 8004, donc objectif atteint, j'ai arrêté l'ascension. Ça montait beaucoup plus haut. Combien de temps de vol là, pour atteindre? Là, c'est vraiment le sommet qu'on voit. Là, c'est le sommet, là. Là, c'est le sommet central. Au fond, il y avait le sommet principal. Combien de temps le vol a duré? 6 heures. Parce qu'en fait, il faut voir qu'on ne part pas au pied du Broad Peak. Sur cette expédition-là, on était au début du glacier. Donc, il y avait environ 60 km d'aller-retour à faire. Et déjà, il faut faire ces 60 km. Hein. Et ensuite, il faut faire de l'ascension, trouver la zone ascendante. Et donc, le vol durait 6 heures. Vous partez de quelle altitude On part de... je ne sais plus, c'est 3005, non 4005. 4005. Entre 3005 et 4005, j'en rappelle plus, ça dépendait des jours aussi. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, Benjamin, il sert plutôt du parapente pour descendre. Vous, c'est plutôt pour monter. Vous aussi, il y a maintenant des traces GPS. Hein. On peut la suivre, votre trace sur Internet, notamment sur le site de votre sponsor, Cyril. Là, j'en ai repris un petit bout pour qu'on comprenne effectivement comment ça se passe. Hein. On fait beaucoup de distance et beaucoup d'aller-retour pour trouver les thermiques qui permettent de grimper. Hein. Alors là, on le voit dans l'approche où je remonte tout glacier, montagne après montagne. Et à chaque fois qu'on arrive sur une montagne, mais on cherche les thermiques, on monte un petit peu comme on peut le voir, et on va aller chercher la montagne suivante et on recommence jusqu'à arriver à l'objectif où là, on essaye de monter le plus haut possible. Et il faut garder un peu de marge pour rentrer le soir, parce que si on se fait poser au pied du Broad Peak, le retour peut être très très long avec 20 kg sur le dos, voire 25. Donc voilà, il faut quand même assurer les choses. On voit là effectivement votre trace autour de ce 8000. Hein. On peut retrouver la petite séquence en intégralité. Là, je l'ai faite assez courte. Vous avez dit ça a duré 6 heures. La séquence sur le net est raccourcie, mais elle est un peu plus longue quand même que ce qu'on a vu. Votre point fort par rapport aux autres qui essayent de voler aussi haut, c'est quoi? Pourquoi vous y arrivez? Pourquoi j'y arrive? Je ne sais pas, parce que c'est beaucoup tenté. Alors moi, j'ai fait 3 vols à 8000 mètres actuellement. En 2021, justement, sur cette expédition-là, on est parti à 7. L'idée, c'était de partager ma connaissance et emmener des gens à 8000 pour montrer que ce n'est pas unique, c'est que un peu tout le monde. Si on s'entraîne un petit peu, on peut le faire. Et ça a marché parce que pendant l'expédition, il y a François Ragolski qui est monté à 8220 mètres et quelques, qui était le nouveau record du monde temporaire. Et Sébastien Brugala aussi, qui a dépassé les 8000 sur le Broad Peak. Donc maintenant, on est 3. Vous êtes 3 à être à plus de 8000, mais vous êtes celui qui est le plus haut. Il faut de l'oxygène à cette altitude-là, quand on n'a pas l'acclimatation qu'on peut avoir en alpinisme, où les camps se succèdent au fur et à mesure des jours. Là, on n'est plus dans le... Alors, j'étais alpiniste, je vois très bien le dopage que ça a créé. Là, on n'est plus dans le terme du dopage pour ces altitudes-là. C'est plutôt, est-ce que le corps est capable de réagir correctement ou pas en altitude? Dans le groupe où on était de 7, il y en avait un qui n'avait pas le choix, qui devait prendre oxygène dès qu'il était au-dessus de 5000 mètres, que ça marchait pas. Donc, pas le choix. Et la plupart d'entre nous, on s'est relativement bien acclimaté. Quand on est monté à pied en altitude, on peut monter beaucoup plus haut en volant. Donc avec l'acclimatation, on y arrive. Moi, j'utilise plus du tout l'oxygène là-haut. En tout cas, ça donne des images magnifiques. Vous aviez la chance avec la météo. Je ne suis pas sûr qu'on voit les chaînes de montagne comme ça à chaque fois. On l'a provoqué la chance aussi. On est resté vraiment longtemps. En dernière minute, on a prolongé de 10 jours encore le permis sur le Baltoro pour essayer. Comme dit Benjamin, la chance, c'est pas réel. C'est vraiment, on la provoque et quand elle arrive, on la saisit. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous parliez de 9000 mètres d'altitude, on peut aller encore au-delà? Vous imaginez une limite technique ou humaine? Je ne pense pas qu'il y ait une limite vraiment technique, plutôt matérielle. En planeur, on monte à 15 000 mètres, même plus haut. Là, en parapente, l'idée, je vais faire le 9000 mètres, je vais y aller sur les montagnes, là, sur le K2. On va utiliser ce qu'on appelle la vague de vent, l'effet dynamique, pour monter à 9000 mètres, où là, je suis convaincu que ça monte, et je pense que ça peut monter beaucoup plus haut en vol d'onde. Le vol d'onde, c'est le vent qui va taper une montagne, et qui va faire une onde qui va grandir, qui va devenir de plus en plus haute. C'est comme ça que les planeurs montent très très haut. En parapente, on pourrait le prendre, mais tout va dépendre de la force du vent.
Donc il faut de la vitesse en parapente pour pas être reculé dans l'onde. Dans tous les cas, on va reculer un petit peu, mais pas passer sous l'onde. Et là, techniquement, c'est compliqué, ça se calcule. Donc il y a une altitude maximum possible, mais ça va dépendre du matériel, comment il évolue. Bon, les 9000, vous les avez dans les jambes, entre guillemets. Je suis prêt. L'expédition, normalement, elle part en mois de mai pour le tenter. On verra si ça fonctionne ou pas. Bon, ce sera autour du Broad Peak ou Le K2. le K2, oui, qui est un peu plus haut, donc ça peut peut-être permettre effectivement. C'est ça, exactement. Voilà, si vous êtes à 9000 au-dessus du Broad Peak, vous n'allez pas voir le sommet, alors que pour le K2, vous serez quand même à quelques centaines de mètres. Le plus haut que vous ayez volé, Benjamin, en altitude Moi, du coup, je suis parti du sommet du Broad Peak, donc 8046 ou 8051, voilà, ça dépend les sites. Mais c'est le plus haut que c'est ce qu'on... Voilà, non, ça, c'est pas ce qu'on voit. Ça, c'est un vol... Ça, c'est depuis le camp 3. Voilà, c'est depuis 7000 mètres. Ouais, c'est au décollage après l'acclimatation. Et puis le jour J, j'ai eu une petite cravate, voilà, classique. Mais donc, ouais, depuis le sommet, c'était un super vol parce que ça s'est bien passé. Il y avait un vent laminaire au sommet, donc ça permettait de monter la voile très facilement sans avoir à prendre de l'élan et faire une course dingue. Et puis surtout, ça m'a permis d'être à l'heure pour le petit déjeuner au camp de base. Ah oui, parce que 7h30 pour monter et quoi, une demi-heure pour redescendre peut-être. Oui, ouais, c'est ça, en fonction de comment on fait des virages, la perte, en gros, le taux de chute qu'on a et qu'on crée avec des spirales diverses et variées. En 25 minutes à peu près dans ces eaux-là, j'étais au camp de base du Broad Peak. Ça doit être frustrant pour les alpinistes qu'on voit là en train de redescendre pour certains. Oui, c'est la assez voie frustrant. normale. C'est assez frustrant et c'est vrai que voilà, moi j'avais monté ma voile à 6600 mètres et après un collègue mexicain m'avait aidé à monter la voile jusqu'à 7600 mètres. Et je l'avais croisé sur la voie normale pendant mon ascension éclair. Et pareil, ça c'était un aléatoire. Je ne savais pas si lui allait, si on allait se croiser au bon moment, s'il allait être, je sais pas, tombé quelque part ou il avait arrêté son ascension. Donc il y avait un petit côté suspense encore. Ouais, ça mettait un peu du piment. Ouais. Vous n'étiez pas sûr d'avoir le parapente là-haut pour je maîtrisais pas tout. Arriver à l'heure pour le petit déjeuner. Bon, c'est quand même assez fort de revenir au camp de base comme ça aussi vite. Ouais, ça fait quelque chose. Puis là, surtout, c'est un enchaînement de choses extraordinaires auxquelles on n'aurait pas forcément pensé 15 jours avant pour pouvoir le faire. Donc, évidemment, c'est un aboutissement. Voilà, c'est à la fois une maîtrise, de l'expérience, une préparation. Il y a plein de choses qui font que ces moments-là, ils restent gravés. Ouais. C'est une première de décoller en parapente du Broad Peak. Du Broad Peak, oui, à ma connaissance, ouais, parce qu'il y avait un Autrichien qui avait essayé quelques années auparavant, il y a peu de temps, c'était 2018 ou 2019, et il n'avait pas réussi. Et puis moi, sur ma première ascension du Broad Peak, j'ai essayé aussi, j'avais la voile dans le dos, et en fait, il y avait trop de vent. On a souvent un routeur météo qui nous donne des prévisions sur J+1 jusqu'à J+7 généralement, et en Himalaya, en Karakoram, dans tous les massifs étrangers de manière générale, j'ai l'impression la fiabilité est quand même vraiment réduite par rapport aux Alpes. Donc moi, ce jour-là, la première fois que je suis monté au sommet, ça marchait pas. Alors que sur les prévisions, ça marchait très bien, mais sur le terrain, c'était beaucoup plus fort. Bon, 2 ascensions d'un 8000 en quelques jours, dont une express, et vous n'étiez pas pour autant rassasié de retour au camp de base. Oui, c'est un petit peu le problème, c'est que quand on réussit les choses, on a envie de toujours mettre la marche encore d'après plus haute, et là c'était le cas, j'avais le K2 à côté, qui était un aimant, c'est magnétique, donc moi je me suis fait attirer par cette montagne. Alors on peut le comprendre, c'est vrai que c'est une montagne magnifique. Oui, elle est très belle, en image, et puis qui est mythique pour l'histoire, pour beaucoup d'alpinistes. Non, mais c'est sûr qu'il y a des noms. Il y a Bégin, il y a Profi, il y a les Italiens, il y a tout le monde, Messner, tout le monde a tenté le K2, les grands noms de l'histoire de l'Himalaya et du Karakoram. C'est une montagne qui est belle aussi esthétiquement, et puis c'est la deuxième plus... c'est haut, 8006 quand même, c'est impressionnant. On voit que ça surplombe tous les autres. Je rajouterai un nom à votre liste, vous l'avez oublié. Antoine Girard. Antoine Girard. Vous l'avez tenté aussi. Et puis il y a aussi... Oui, en 2006, oui. On peut aussi, 2006, et puis faut rajouter Boivin aussi, parce qu'en fait, alors moi j'ai jamais vu ces images, mais il a décollé en deltaplane du camp 4. Et Ouais, mais c'est pas, il me semble que c'est sur la Magic Line et c'est pas sur la voie normale. Alors voilà, j'ai eu ça comme info aussi depuis le plat au milieu de la Magic Line là. Il décolle en delta, voilà, tu vois, on le voit sur le petit glacier là. J'ai vu les images, je sais pas où, mais... Incroyable. Sacré. Je crois que personne n'a jamais décollé d'ailleurs en parapente du sommet du K2. Non, il est encore vierge. Ça a été tenté chaque année, mais il faut vraiment les conditions. Il faut arriver à monter, il faut qu'il n'y ait pas de vent. Et il faut voir que le K2, en fait, c'est vraiment la frontière entre les
basse montagne, on va dire le pays, et tout l'Himalaya. Et ça fait que les vents sont très très variables à des vitesses qui sont complètement folles. Je crois que c'est d'ailleurs une des seules montagnes où ça a été révélé qu'il y a eu des morts. La cause de la mort, c'est envolé. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont pris des rafales et ils sont arrachés par le vent. Il y a 6 ou 7 morts qui ont eu lieu comme ça dans les histoires. C'est assez impressionnant. Ouais, donc, et c'est voué à sa position, en fait. On comprend qu'avec une voile en plus, il faut vraiment que les conditions avoir un peu de chance. soient parfaites. Le Broad Peak s'y prête très bien normalement, mais Benjamin était le premier, ou on pense le premier, c'est pas le premier, peut-être un second, parce que quelqu'un peut-être l'a pas dit, mais c'est pas si facile que ça. Il faut vraiment avoir le bon créneau. Vous êtes allé dans quel état d'esprit sur ce K2 après le record du Broad Peak? Moi, j'étais allé un petit peu plus de manière modeste en me disant que voilà, je voulais le faire à la journée également. Donc bon, je ne sais pas si c'est modeste que de dire ça, parce que finalement, l'altitude est plus haute et oui, le dénivelé est plus important. Aussi. Et les difficultés techniques. Bon, ça, c'est relatif, les difficultés, parce que voilà, nous, quand on tire sur une corde, sur une voie normale, vu notre niveau technique dans les Alpes, c'est pas non plus... c'est pas un paramètre qu'on prend énormément en compte, mais quand même, ça peut y jouer. Effectivement, notamment sur la descente. S'il faut descendre, c'est beaucoup plus compliqué sur un terrain complexe. Mais j'étais allé en le faisant à la journée, et puis surtout en voulant décoller du sommet. Voilà. Enfin, même chose que sur le Broad Peak, mais en étant plus fatigué. On a quelques images de vous sur les pentes du K2. Malgré l'altitude, vous tenez la GoPro quand même pour immortaliser ce moment. Ça c'était un moment, en fait, je repérais la voie normale. Voilà, j'étais 3 jours après le Broad Peak. Et là, je pars du camp de base du Broad Peak et je vais jusqu'au camp 3. Pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je ne connaissais pas. Donc dans une ascension à la journée, c'est toujours mieux psychologiquement de savoir à quoi s'attendre. Et donc là, ce jour-là, j'ai pu atteindre le camp 3. J'étais vraiment fatigué ce jour-là, je me souviens, parce que j'avais le Broad Peak derrière. Je me rendais compte qu'en fait, il m'avait fatigué. Alors qu'en arrivant au camp de base, après un vol comme ça, tu te dis, bon, allez, ça va, j'ai la forme, ça va le faire. Et ce jour-là, je me suis rendu compte de mon état. J'ai pu décoller du camp 3 et atteindre le camp de base du Broad Peak très rapidement. Et j'ai laissé peut-être 4-5 jours avant de partir sur le K2, sur une tentative de one push également. Et alors, c'est passé comment cette tentative? Si je termine par la phrase, c'est pas très bien. On n'a pas les images de Benjamin Védrine au sommet du K2. Non, mais c'est pas parce que j'ai oublié de les monter. Non, mais alors déjà, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'images parce que j'ai moins filmé. C'était des conditions qui étaient vraiment exécrables en fait dès le début. La météo était annoncée très, très bonne, et puis les prévisions peu fiables, comme je l'ai tout à l'heure dit, ont fait qu'il a neigé à partir du camp 1, en gros. Neigé, plus du vent. Et j'étais fatigué, donc j'ai quand même tenté de continuer. Voilà, je me suis arrêté au camp 3 2 heures. J'ai refait le plein d'eau, j'ai bu, j'ai mangé, etc. Je me suis remis un petit peu en mode soupape. Et puis après, j'ai continué. Et à partir du Sérac, qu'on appelle le Sérac Bottleneck, c'est vraiment une partie clé de l'ascension. C'est celle qui fait un peu peur dans les récits, et à tort ou je ne sais pas, à raison, mais en tout cas, il est assez impressionnant. C'est un Sérac qui doit faire plus de 80 mètres de haut, ou dans ces eaux-là, hein, je ne saurais pas dire exactement. À ce moment-là, en fait, j'ai eu une perte de lucidité, une perte de conscience. J'ai été victime d'une hypoxie sévère, en fait. C'est ni un œdème cérébral, ni un œdème pulmonaire. C'est une hypoxie sévère, donc le cerveau, il se met un peu en mode veille. Et pour autant, j'ai continué quand même à monter. Donc de toute cette période-là, après le Sérac, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé à 100%, quoi. J'ai des flashs qui me reviennent. Et à un moment donné, j'ai fait demi-tour, je ne sais pas quand. Ne me posez pas la question, je ne sais pas. Mais heureusement, j'ai fait demi-tour. Et puis on m'a assisté, on m'a aidé. En fait, on m'a mis de l'oxygène, des gens qui redescendaient du sommet, qui étaient eux équipés d'oxygène, de masques, etc. Ils m'ont porté assistance, heureusement. Et puis j'ai pu redescendre, j'ai retrouvé très vite ma lucidité, ma conscience. Et à partir du camp 3, de nouveau, j'ai pu décoller. Voilà, donc le parapente a toujours été présent dans cette expédition, mais le sommet, pas tout le temps. Voilà. Vous n'aviez pas la GoPro qui tournait à ce moment Non, vous étiez inconscient, entre guillemets? Non, comme je dis, j'ai des flashs qui me reviennent, j'avais ma conscience qui s'était altérée, mais donc j'avais pas du tout le réflexe en fait de mettre en mode on ma GoPro. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas ce que ça aurait donné, hein, mais ça n'aurait pas été forcément très agréable à regarder, je pense, parce que ça aurait été beaucoup de moments avec la tête dans la neige
et très fatigué en fait. Donc c'était un petit peu les yeux plus gros que le ventre ce K2, mais je suis très fier d'avoir tenté. Ça m'a montré justement les limites un petit peu de mon corps à ces altitudes, et la prochaine fois, j'irai pas aussi confiant que ce que j'aurais retenu du Broad Peak en étant rentré en France juste après. Ce type de malaise, de perte de conscience, je crois qu'Antoine, vous l'avez vécu aussi dans le record du Broad Peak Alors moi, c'était beaucoup plus court, ça dure quelques minutes, voire secondes. Moi, pareil, en montant en altitude rapidement, manque d'oxygène. Le problème, c'est que je suis rentré dans la turbulence qui font un peu de stress. Le stress fait monter le cœur. Et puis à un moment, le cerveau, il dit stop. J'ai plus laissé d'oxygène, perdu l'usage des mains, perdu la vision qui s'est réduite. Mais en parapente, on perd 100, 200, 300 mètres en 30 secondes, une minute. Et dès que je suis redescendu, c'est revenu, je me suis calmé, je me suis senti mieux, je suis reparti. Mais le problème du parapente, c'est qu'à la fois on descend très vite, donc on se met en sécurité, mais on monte très vite aussi. Trop de changements rapides pour entraîner la perte justement de la vue, et ce qui peut être dangereux en volant. Ouais. Benjamin, après coup, là, vous le dites vous-même, vous avez eu beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'histoires en Himalaya d'alpinistes en perdition à ces altitudes et qui ne trouvent personne pour les aider parce que chacun souvent est un peu livré à lui-même au-dessus de 8000 mètres. Ouais, non, c'est sûr que là, moi tout seul, je ne sais pas ce qui est arrivé. Les deux scénarios, ça aurait été effectivement, comme Antoine, ça aurait pu se résorber tout seul juste à l'arrêt parce qu'en gros, j'aurais pas utilisé mes muscles et donc mon cerveau se serait réoxygéné avec l'oxygène disponible qui n'était pas utilisé par les muscles, soit ça aurait empiré et ça serait dirigé vers un œdème cérébral. Et là, généralement, l'œdème cérébral est quand même souvent mortel. Ouais. Ouais. On se dit quoi après coup, qu'on est allé trop loin, qu'on a grillé ses jokers ou que ça fait partie des risques du métier? En fait, ça dépend le après coup à quel moment on le prend dans l'histoire. Si on le prend juste après que ça soit passé, moi j'avais envie d'y remonter tout de suite. Voilà. C'est un peu le côté les œillères, le côté balistique propre aux alpinistes qui en veulent, déterminé. Et après, c'est vrai que très vite, quand même, j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai pris du recul et je me suis bien rendu compte qu'effectivement, c'était le fait d'être sur une voie normale avec du monde ce jour-là. Il y avait à peu près 20 personnes, dont des gens que je connaissais, notamment des alpinistes italiens, Valdôtain, dont François Casanelli, que je connais bien. Et je savais que je pouvais compter plus ou moins sur eux à ce moment-là si j'avais un souci. Toujours est-il qu'à ces altitudes-là, en fait, c'est délicat de porter assistance à quelqu'un qui ne va pas bien. Si par exemple il peut plus se mouvoir de lui-même, il peut plus mobiliser son corps, c'est pas évident de lui porter assistance parce que ça demande beaucoup trop d'énergie et c'est dangereux pour les autres qui portent assistance. À ce moment-là, ils mettent leur vie en danger de rester trop longtemps dans cette zone-là pour essayer de redescendre la personne pas bien. Donc là, moi, heureusement, ils m'ont mis de l'oxygène, mais cette bouteille-là qu'ils m'ont donnée, finalement, c'était un don. Ça aurait pu leur servir, c'était au cas où en fait une des leurs avait un dysfonctionnement. Voilà. Donc ils ont quand même eu le courage et le mérite de prendre le risque. De prendre le risque. Et ça, c'est pas négligeable. En fait, on retient souvent des 8000istes, des himalayistes qui vont sur ces montagnes qu'il y a beaucoup d'égoïsme et c'est un peu chacun pour sa peau. Là, ça a un petit peu prouvé le contraire et je trouve que la morale de l'histoire, c'est à la fois qu'il faut être très humble avec ces montagnes et puis il faut aussi parfois avoir un peu d'ouverture d'esprit concernant les gens qui grimpent ces 8000. Ça vous a donné envie de retourner au K2, si j'ai bien compris quand même, malgré cette perte de conscience à 8300 mètres. Là déjà, moi j'ai le nez qui est fourré tout le temps sur les images de cette expédition parce qu'on est en train de monter un film là, qui va sortir le printemps prochain. Et effectivement, j'y pense. À partir du moment où j'ai remis le pied en France, je savais que j'allais vouloir remettre le pied dans l'avion ou pas, justement, parce que peut-être que j'aimerais bien un jour essayer de relier le Pakistan en vélo. Voilà, ça serait un trip qui me ferait. Depuis la France. Ouais, depuis la France. Alors pas vraiment depuis la France, mais en prenant des trains jusqu'à Istanbul, jusqu'à la Turquie, et puis après faire tous les pays en stand qui font un peu rêver tous les aventuriers, les vélocistes. C'est tout des déserts, et puis après le Pamir. Mais bon, il faut que la Chine soit ouverte, ou alors il faut passer illégalement l'Afghanistan. C'est là qu'intervient peut-être le parapente. Peut-être qu'Antoine peut vous donner ses combines pour passer au-dessus des contrôles, des checkpoints. Ça c'est peut-être plus pratique. Mais bon, les Chinois, visiblement, n'aiment pas trop les parapentistes, donc il faudra faire... C'est plus compliqué. Puis transporter le vélo avec le parapente, je ne sais pas si c'est possible. C'est possible, normalement. Ah oui. On a bien Olivier Père qui avait fait cet entour du monde en vélo. Ah oui, avec et le en vélo. parapente. C'est vrai, avec le vélo sur le parapente. En tout cas, vous vous retrouverez peut-être tous les deux au K2, puisque Antoine aussi veut aller le survoler à plus de 9000. Vous l'avez survolé, vous, le Broad Peak. Benjamin a décollé du sommet, mais
personne ne s'est jamais posé au sommet du Broad Peak en parapente. Est-ce que c'est possible, Antoine? Techniquement, c'est possible, mais il faut avoir une chance qui est énorme au niveau météorologie de vent, parce que pas assez de vent, en fait, on va arriver sur le sommet, on va poser à 40-50 km/h. Les gens ne peuvent pas suivre, donc on s'écrase sur le sommet. Trop de vent, on va plus ou moins arriver à poser, s'il y a 40-50 km/h de vent, on va arriver à poser à des vitesses correctes, mais avec 50 km/h de vent, on n'est pas sûr de redécoller. Donc ça veut dire qu'il faut redescendre à pied, etc. Ou alors il faut avoir la chance de poser dans du vent, que le vent s'arrête et on décolle à ce moment-là. Voilà, donc c'est pas encore gagné. On vous voit en train de survoler justement les cordées d'alpinistes qui gravissaient en 2016 le K2. C'est vrai que ça peut être tentant de se dire, bah tiens, on se pose. On se pose. Ils sont là, juste en dessous, on peut leur parler pratiquement quand on passe aussi près. Oh, on parle, ouais, on fait des signes. Bon, c'est quelque chose que vous avez en tête, de vous poser au sommet d'un... Bien sûr, c'est aller directement poser au sommet. Oui, j'aimerais bien. Moi, je suis un peu frustré. J'ai fait plusieurs expéditions des 8000 et j'ai jamais fait le sommet. Donc, il y a un moment où il fallait mettre les pieds dessus. Donc, poser en parapente, ça serait le rêve. Ouais, si ça passe pas par le bas, on essaye par le haut. Exactement. En tout cas, avant de vous poser au sommet d'un 8000, vous expérimentez depuis plusieurs années. C'est ce que vous racontez d'ailleurs dans ce livre. Une technique, vous étiez venu nous en parler sur ce plateau au début, l'idée d'utiliser le parapente pour peut-être aller encore plus vite que Benjamin au sommet de ces montagnes de 7 ou 8000 mètres d'altitude. Tout à fait, c'est même plus rapide, je dirais. En fait, l'idée, c'est d'utiliser le parapente comme un téléphérique dans les Alpes. À part qu'on va l'utiliser en Himalaya, avec le parapente, on va partir, c'est ce que j'ai fait, partir de la ville la plus proche, qu'on est bien tranquille dans notre camp de base, qui est un peu plus confortable qu'un camp de base en montagne. C'est à l'hôtel, presque. On est à l'hôtel, complètement. Ouais. Et puis le matin, on va décoller, et là, on va aller se poser sur des sommets. Alors, ça peut être des 6000, des 7000, des 8000, ce que l'on veut. Et l'idée, c'est servir du parapente comme uniquement le moyen de déplacement. Une fois qu'on est sur la montagne, le parapente, on le pose, on dépose des affaires, et on va faire notre sport qu'on a envie. Ça peut être de l'alpinisme, ça peut être du ski, ça peut être ce qu'on a envie de faire, de l'escalade, tout ce que l'on veut, et reprendre le parapente et rentrer. En Himalaya, pour aller sur un sommet, des fois, c'est 2 semaines de marche ou des choses comme ça. Pour rentrer, il faut y aller, il faut revenir, logistique, alors que là, on peut le faire à la journée. C'est ça l'idée. Alors, vous ne l'avez pas encore testé sur un 8000, mais vous l'avez fait sur un sommet de 7000 mètres qui s'appelle le Spantix. C'est celui qu'on voit là en arrière-plan. Quelle altitude Le Spantix fait 7027 mètres. Et là, c'est à une 60aine de kilomètres de la première ville où moi je logeais à Karimabad, donc qui est la ville. Et là, j'ai décollé à midi où j'ai pris mon parapente. J'ai fait les 60 km qui me séparent de la montagne où normalement c'est 2 à 3 jours de trek pour y accéder. J'ai volé comme ça, j'ai posé. Et à partir de ce moment-là, le matériel il reste là. On pose tout dans la montagne et on part à pied, on va grimper. Qu'est-ce que vous embêtez à faire des jours d'approche? Oui, c'est ce que je suis en train de me poser la question. Benjamin. Non, mais ça montre en gros qu'Antoine, quand même, il y a une différence entre l'air et la terre. Et même s'il a survolé le Broad Peak, il veut quand même mettre les pieds, fouler le sommet avec ses pieds. Donc ça montre que ce n'est pas la même sensation et c'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là. Bon. Il y a une grosse chose, un gros problème qui est d'éthique. Parce qu'à partir du moment où, par exemple, l'année prochaine, je vais aller sur le Broad Peak pour dire je vais faire ça sur un 8000, je vais aller poser au camp 3 du Broad Peak, à partir de là, je vais faire l'ascension. Mais est-ce qu'un sommet peut être validé alors qu'on a fait un tout petit bout ou pas? On parle de notre sport là, mais... Ah non, mais c'est vrai que c'est une question qui ne s'est jamais posée puisque ça n'avait jamais été fait, mais qui va peut-être ouvrir le débat dans le milieu spécialisé de la très haute altitude. Est-ce que c'est validé un sommet quand on le fait comme ça en prenant son parapente pour chanter, on va dire, les 3/4 d'itinéraire? Ouais, ça va animer les soirées dans les refuges. Parce que après, ça va remonter loin, parce qu'au Mont-Blanc, si on y réfléchit, on monte avec un téléphérique généralement. Vrai, ou le petit train du... 95% des gens qui ont fait le sommet du Mont-Blanc n'ont pas fait le sommet, ils ne sont pas partis du bas. Mais est-ce que le départ, c'est Cham? Est-ce que c'est pas la mer? C'est compliqué. Alors, ça, on ne tranchera pas le débat. Pour nous, vous êtes allé au sommet. En tout cas, vous avez montré que cette technique, elle peut Alors voilà, j'ai fait le Spantix, un 7000 à la journée en partant à midi. Et le soir, à 8h, j'étais de retour à l'hôtel en ayant grimpé le Spantix. Ouais. Alors, c'est pas si simple quand même. Il le raconte comme ça, je prends mon parapente, j'y vais. Le premier défi, c'est d'arriver à se poser et suffisamment haut, j'imagine. Voilà, voler suffisamment loin, parce que déjà, c'est 60 km. Après, se poser sur la montagne, avec des conditions météo qui le permettent.
et ensuite de grimper. Il faut s'acclimater avant, on n'y part pas comme ça non plus. Et il y a plein de méthodes que l'on apprend. Donc là, ce qu'on voit, c'est le poser sur le Spantic, où je pose vers 6400 mètres. Vous aviez prévu de vous poser à cet endroit-là ou c'est le hasard des conditions? Le plus haut possible vers cet endroit-là, c'était prévu entre 6050 grosso modo et 6500 mètres le posé. On voit les crevasses, il faut quand même bien viser. Faut viser, oui. Hein, Le copain qui était avec nous, parce que bon, je l'ai fait en solitaire au final, parce que l'équipe avec qui je suis parti fait des erreurs de parapente, ils ont dû poser avant. Et ils sont repartis, ils ont redécollé plus tard. Et il y a un des collègues, justement, qui a posé un peu trop près de... Bah là, c'était un sérac, c'était pas une crevasse. Et en posant, la voile l'a tiré en arrière et il a sauté quasiment 10 mètres de sérac, tiré par le parapente. il s'en est bien tiré derrière. Il y a 2 mètres de neige, donc c'est allé. C'est bien parce que... foncé. Une grosse frayeur, par contre. Et puis il faut redécoller aussi. Et après, il faut redécoller. Alors là, nous, on prend le matériel pour dormir, pour bivouaquer 3, 4, 5 jours s'il y a besoin, la nourriture, tout ce qu'il faut. Mais pour redécoller le jour même, c'est pas gagné. Ouais. Après, on utilise beaucoup maintenant. Alors, j'ai appris avec les années les techniques à apprendre. On utilise beaucoup les skis, même si on skie pas forcément avec, parce que avec des skis, on n'a plus de problème de vent. En dessous de 10-15 km/h de vent, c'est comme s'il n'y avait pas de vent. C'est-à-dire, même s'il vient du mauvais côté, je prends la vitesse avec les skis et ça décolle. Et ça permet de décoller dans beaucoup plus de conditions. Ouais, donc une fois posé, là, c'est transformation. On passe du parapentiste à l'alpiniste en quelques minutes. Purement. Après, c'est comme Benjamin. Là, moi, tout comptait en poids. Vu que je me retrouvais tout seul, j'ai laissé tout ce qui était baudrier, corde et tout ça. Pas besoin. J'ai pris mes crampons. J'avais pas de petit sac avec moi, donc j'ai rempli une petite pochette juste avec une doudoune, une barre de céréales et un peu d'eau. Et une caméra. Et puis voilà, je mets un tout petit sac et puis parti, quoi. 6004, 7000, il vous reste 600 mètres de dénivelé à faire pour gravir cette montagne. Vous l'avez dit, vous étiez quand même acclimaté avant parce que d'un coup, grimper à 6005... On ne pourrait pas, ça serait la mort assurée. Ouais. C'est l'œdème assuré. Donc oui, on s'est acclimaté sur des 5000, sur des 6000. On monte en alpinisme pur et on se prépare pour aller à 7000. Ouais. Vous l'avez dit, vous étiez en solo sur cette montagne. On l'a vu au moment du posé. Il y a quelques crevasses et elles vont continuer à vous embêter le long de l'ascension. De la folie. Alors j'y étais sur cette montagne, là, sur le Spantic, 2-3 ans avant avec Damien, et on avait croisé 0 crevasse. Là, j'y suis allé, c'était tous les 10 mètres, il y avait une crevasse comme ça, on s'enfonçait. Elles sont pas très larges, donc pas très dangereuses, mais c'est stressant quand même. C'est quoi la technique là pour passer? Là, l'idée, c'est de répartir le poids, donc je me suis allongé, je suis à quatre pattes pour répartir les appuis en espérant passer au-dessus des ponts de neige pour éviter de faire des tours, parce que des fois, les tours sont très longs autour des crevasses. Bon, on rigole parce qu'on vous imagine à 4 pattes dans la neige, mais il y a quand même un gros engagement. Là, vous êtes tout seul sur une montagne où personne ne pourra venir vous... C'est ça. Alors surtout qu'à ce moment-là, au moment des images, je suis vraiment tout seul. Mais après, comme je l'ai dit, mes copains sont arrivés plus tard avec 2-3 heures de retard. Et quand j'ai su qu'ils étaient sur la montagne, moi, ça m'a lâché. Je me suis libéré. Je me suis dit, si je monte et je tombe dans une crevasse, en fait, eux, quand ils vont monter, ils vont verront mes traces et ils pourront me sortir. Donc même si... il faut avoir de la chance, qu'il faut tomber sans se faire mal, il y a plein de choses. Pas trop profond non plus. Mais mentalement, ça m'a libéré et ça m'a soulagé. J'ai pu monter plus facilement, au moins dans la tête. Benjamin, les crevasses, c'est un peu la roulette russe, qu'on soit un alpiniste de très haut niveau ou un amateur. On est à peu près tous à la même enseigne. Il y en a énormément qui se sont fait prendre dans le piège des crevasses. C'est vraiment un élément qui existe et qui existera tant que les glaciers sont encore là. Et dans les Alpes, d'ici 2100... je sais pas si... peut-être on aura résolu le problème des crevasses, c'est peut-être un des bons ça. du réchauffement climatique. Je me disais, à la formation des guides, peut-être qu'on n'apprendra plus le mouflage. Ça servira à rien. Mais par contre, en Himalaya, au Pakistan, c'est quand même des gros glaciers. Et c'est un risque qu'on prend en compte et dont on est conscient. Ouais. Benjamin, il a mis, je crois, 450 mètres/heure pour monter au Broad Peak. C'était à peu près le temps de... 423 en moyenne, En moyenne d'ascension. Vous, Antoine, combien vous avez mis pour faire les 600 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du Spantic? Du temps, hein. Est-ce que vous êtes dans la même moyenne? J'ai mis 2h30, je crois. 2h30. Ah ouais. Bon, c'est pas mal quand même. C'est même super. Ouais, mais c'est un autre... En étant allé à 8000 plusieurs fois, c'est un autre monde entre 7000 et 8000. Oui, il n'y a pas la même altitude, mais ça brassait aussi dans la neige, là, quand même. Trace, Donc, il faut tracer. C'est dur. Il n'y a pas d'équipement, pas de corde fixe. Il n'y a pas de corde fixe. Alors, par moment, c'est un peu gelé. Et là, dès que c'est gelé, on a l'impression de courir parce qu'on ne s'enfonce pas. Mais dès qu'on s'enfonce un tout petit peu dans la neige, c'est un frein qui est énorme. Là, on voit une partie gelée. Là, on apprécie. Là, on peut enchaîner les pas. Ouais, la preuve. Il enchaîne bien. Et justement, quand on enchaîne trop longtemps, on s'écroule. Non, c'est assez marrant, cette altitude où on se sent bien, on marche, puis d'un seul coup, le cœur, il lâche.
et on s'effondre, mais là, c'est pas de la comédie. On a la tête dans la neige pendant un moment, et puis bon, on se relève, puis hop, tout va bien, et on recommence. Mais c'est vrai les gens qui ne connaissent pas la très haute altitude peuvent avoir du mal à comprendre, parce que 450 mètres de dénivelé, on est presque tous capables de le faire dans nos randos habituels dans les oui, Alpes. Là, il faut vraiment s'imaginer l'exemple de... tu es dans un congélateur et tu respires avec une petite paille. Et puis tu essaies de faire un footing. Tu te rendras compte que c'est pas si facile. C'est assez frustrant. Hein. C'est un bridage. Alors, en tout cas, après tous ces efforts, Antoine a pu goûter tranquillement, vous allez le voir, aux joies du sommet. Ah! Il s'effondre. Ah. On va peut-être pas aller là-bas. On va simplement rentrer. Ah. Je crois qu'on va rentrer là. Ouais, je crois que c'est plus raisonnable. Hein. Oui, effectivement. Ouais. Bon, on rigole, même Benjamin a rigolé en voyant Antoine dans la crevasse, mais bon. Sur le moment, ça ne devait pas l'être. Ouais. Non, on a senti que le cri venait vraiment du fond des tripes. Hein. Non, ça ne s'attend pas du tout. En fait, sur un sommet, on se dit il n'y a jamais de crevasse, il n'y a rien. Là, j'étais au sommet, je descendais sur un petit promontoire qui était à 50 mètres devant. Et en fait, entre les deux, il y avait une grande ligne. Quand je revois les images, clairement, j'aurais pu deviner qu'il y avait une crevasse. Mais qu'en aidant un peu en hypoxie, on est au sommet, on se dit il n'y a rien. Non, je vais direct dedans. Raisonnable de rentrer, d'autant qu'il faut redécoller quand même, réussir à redécoller. C'est l'un des paramètres aussi de cette technique, hein, c'est qu'il faut pouvoir repartir. Je suis encore à plus de 30 km de Karimabad, donc 30 km, il faut une bonne heure, 1h30 pour voler, pour rentrer, donc il ne faut pas y aller trop tard. Et là, j'étais vraiment limite timing. Au final, je pose quasiment de nuit. Hein. Et puis le vent, on le voit, hein, la voile elle tire vers le bas au lieu de tirer vers le haut. C'est pas facile à décoller. Hein. Bon. Tout s'est bien terminé. Vous validez le premier 7000 à la journée depuis l'hôtel, avec retour à l'hôtel. Ça ouvre des perspectives, Benjamin, cette technique? C'est évident, mais on en discutait justement pendant la cérémonie des Piolets d'Or concernant l'utilisation de l'hélicoptère pour accéder à des camps de base où l'approche est très compliquée. Et évidemment, le parapente pourra intervenir aussi bien aujourd'hui, mais à l'avenir encore plus sur ce genre d'approche, où c'est très compliqué et en parapente on survole des glaciers crevassés, des jungles infranchissables pour accéder directement au pied et c'est vraiment l'avenir de l'alpinisme propre. Mais après, moi, je parlerai plus d'aller faire un sommet, c'est aller faire un sommet en paralpinisme parce que c'est pas comparable du tout. Là, on économise de l'énergie, on économise plein de choses. On ne sait pas quelle partie faire pour dire on a fait le sommet ou pas. C'est un autre sport. En fait, l'idée, moi, vraiment, c'est me servir du parapente pour me faire plaisir à faire la partie que j'aime. Généralement, en alpinisme, on va faire une partie de la voie, ce qui nous intéresse, ce qui est technique, et on va faire cette partie-là. Donc, c'est vraiment aller chercher le plaisir et pas dire aller collectionner des sommets, des choses comme ça. Bon, il y a un sommet où vous êtes déjà posé avec votre voile. Antoine, vous le reconnaissez, c'est le sommet du Mont Blanc, 4810 mètres, 7 mètres, ça dépend aussi là, des corniches. C'était en 2019. Hein. Oui, exactement. Ouais. Une journée de canicule où on a été très très nombreux à poser au sommet du Mont Blanc. Vous l'évoquez d'ailleurs dans votre bouquin ce jour-là, un peu particulier. Il y avait, je crois, une centaine de parapentistes au sommet du Mont Blanc. Vous poussez d'ailleurs un petit coup de gueule dans le livre là-dessus. Ouais, je pousse un petit gueule dans le livre. À la base, c'était même sur Internet parce que, vous voyez, on est tous posés là et tout ça. Et il y avait une minorité, mais beaucoup de pilotes qui ne savaient pas du tout ce que c'était que l'hypoxie, ce que c'était la montagne. Ils n'ont jamais mis les pieds dans la neige de leur vie et se retrouvaient au sommet du Mont Blanc dans un danger qui n'était pas possible. Il y a malheureusement eu un mort ce jour-là. Et c'est un miracle parce que des secours, il y en a eu une cinquantaine. Je parle des secours avec cordes où on allait chercher les gens pendus dans la neige à pouvoir redécoller, à les remonter. Et moi, ça m'avait traumatisé. Et en fait, j'ai quitté le sommet parce que j'avais peur. Je voyais que tout le monde allait se faire mal. Et derrière, j'ai poussé un petit coup de gueule en disant non, on peut aller poser, on peut faire des choses, mais faisons les choses bien. Je sais pas, prendre des crampons, des piolets ou au moins connaître la montagne et au moins les dangers. Et oui, ça a beaucoup tourné après.
Bon, vous qui avez posé le Mont Blanc, vous avez peut-être vu ces images de 3 Français qui ont survolé le toit de l'Europe il y a quelques jours. Fred Fugen, Aurélien Chattard et Vincent Cotte. Alors, ils sont partis, eux, d'un avion avec leur combinaison de wingsuit. Est-ce que c'est... Alors déjà, c'est des superbes images. Il y avait moins de monde au sommet du Mont Blanc au moment où ils y passent. Est-ce que c'est une discipline que vous avez déjà essayée, J'ai jamais essayé. Ah ouais, je suis surpris que vous n'ayez pas testé. Moi, j'apprends par l'erreur. Donc, apprendre par l'erreur, c'est aller faire des erreurs et se recentrer. Avec le wingsuit, on ne peut pas trop faire d'erreurs. Non, on n'a pas le droit à l'erreur. Là, si on rate, par exemple, le passage dans la crevasse, on n'a pas une seconde chance. Ça vous a déjà traversé l'esprit, Benjamin? Vous avez peut-être d'ailleurs déjà essayé Non, j'ai jamais essayé, mais j'ai toujours voulu faire du base jump et puis de la wingsuit. Et je me suis toujours dit que si je le ferais, c'était dans une autre vie, parce que trop de passion, après, c'est difficile d'avoir une copine, une vie de famille, etc. etc. Donc... J'ai peur que ma copine déchire ma voile de parachute si un jour je me mets là-dedans. Bon, c'est dommage parce que vous qui aimez bien monter vite et descendre vite des sommets, là vous reconnaissez certainement, on est sur la face sud de la Meije avec l'un des protagonistes qu'on vient de voir, Vincent Cotte, le Grenoblois, qui met 3 minutes grosso c'est modo. efficace. Ouais. Non, mais c'est sûr que c'est efficace. Puis c'est joli. Et puis ça doit être des sensations incroyables. Hein. Là, hop, là, la voie normale, choup. À l'arrêt du promontoire. Non, c'est fantastique, c'est sûr. Hein. Ça doit être une sensation, une sensation de voler, hein, c'est évident. Hein. Puis c'est vrai que ça me fascine comment ils arrivent à frôler à tel point. Il y a une précision maintenant qui est de plus en plus impressionnante. Hein. Alors il y a eu quand même une période un petit peu d'hécatombe, de tests, de savoir jusqu'où on pouvait se rapprocher du relief. Maintenant, j'ai la sensation que le degré de maîtrise et de prudence est plus important qu'à l'époque, mais c'est sûr que ça laisserait faire. Mais voilà, c'est des passions comme le parapente, etc., où ça demande beaucoup d'investissement, de temps, et je pense qu'il faut s'investir à fond pour ce genre de pratique où l'erreur ne pardonne pas. Et oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'accidents dramatiques ces dernières années en wingsuit. Là, on avait affaire à des spécialistes, avec notamment François Gouy aussi, qui est secouriste en haute montagne et qui maîtrise cette technique. Moi, je proposais ça, c'était pour vous permettre de battre votre record de la Meije, qui paraît déjà inaccessible, en 4h38, je crois, aller-retour depuis la Grave. Mais avec la wingsuit, là, il est prenable. Il est prenable. Voilà. Déjà, même en parapente, il est prenable. Hein. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait mettre en place pour raccourcir encore ce chrono. Après, l'alpinisme, ça reste tout à pied, hein, à la montée comme à la descente. Donc, c'est un peu, comme disait Antoine, où est-ce que ça s'arrête, comment on le définit, etc. Mais là, ce qui était marrant, c'est justement de débarouler le plus vite possible à pied, de tomber, trébucher, etc. C'est une autre aventure. Bon, sachant que les arêtes de la Meije, il ne faut pas trop non plus débarouler à ce moment-là. On peut se permettre de tomber à partir, après le vire à mieux. Voilà. Ça va. Bon, en tout cas, j'ai découvert, Benjamin, en discutant avec vos compagnons de cordée, qu'il y avait une chose que vous ne saviez pas vraiment faire en montagne. En tout cas, vous n'aviez pas forcément l'habitude dans votre vie d'alpiniste. C'est ça. Le bivouac. C'est les bivouacs. Mais j'ai compté, en fait, il exagérait forcément un peu, Seb. Hein, mais avant cet hiver-là, j'étais à peu près à 10 bivouacs en hivernal. Ce qui est très peu pour un alpiniste professionnel. Ce qui est relativement peu. Mais c'est vrai que dans les écrins, en fait, les voies qu'on a dans le massif, la plupart en hivernal, elles sont faisables à la journée. Ça, c'est sûr. Et il y en a peut-être une ou deux qui sont, où le bivouac est imposé. Et après, dans les Grandes Jorasses, dans les Dolomites ou à l'Eiger, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat, notamment celle qu'on a faite, la Directe de l'Amitié en face nord des Grandes Jorasses. Imaginez le faire à la journée, c'est un peu le futur de l'alpinisme pour les générations à venir. Bon, là, vous étiez avec Léo Billon et Sébastien Rattel, deux membres du groupe militaire de haute montagne, dans les faces nord mythiques. C'est un projet que vous aviez en tête et que vous avez réalisé l'hiver dernier, de reprendre les 3 grandes faces nord des Alpes en plein hiver. Ouais, après, c'est un petit peu des références qu'on a dans les livres et dans les documentaires qu'on a pu voir, qui nous ont nourris en tant qu'alpinistes, jeunes alpinistes à l'époque. Et on a tous, peut-être à un moment donné, envie de se confronter à ce genre de problème. C'est des mythes, des références. Donc, j'ai eu envie de me confronter, moi, et puis surtout avec une cordée que je connaissais. Donc, Léo Billon et Sébastien Rattel. Seb, lui, il a été au GMHM, mais il l'a quitté. Il a été 11 ans au GMHM. Donc, c'est vraiment... il a une liste de courses qui est vraiment impressionnante. C'est un des plus grands alpinistes français, assez jeune, mine de rien. Et donc, on a fait ça en moins d'un mois, chose qu'on n'aurait jamais imaginée. Et surtout, les mois les plus froids, entre janvier et février.
Donc pareil, c'est de la chance aussi. En même temps, il y a des ascensions comme celle du Cervin où on a vraiment pris un créneau qu'on n'aurait jamais pris si c'était pas la trilogie. C'était dans le but de vraiment finir ce projet-là. Mais c'était trop incertain, c'était trop dangereux de le faire. Et là, on s'est dit, allez, il faut aller jusqu'au bout. Alors, l'alpinisme de très haut niveau, engagé dans ces 3 grandes faces nord. Là, c'est l'Eiger, il y a eu les Grandes Jorasses et puis le Cervin pour finir cette trilogie chargée d'histoire. C'est une réalisation qui pourrait prétendre à un Piolet d'or l'année prochaine ? Ah non, ça pourrait pas parce que bon après les Piolets d'or ont toujours été difficiles à comprendre. Enfin, c'est peut-être un pavé dans la mare, je lance ça, mais non bon, on sait très bien qu'il y a toujours des années où c'est délicat de comprendre un petit peu la charte des Piolets d'or, etc. Là, sur des ascensions comme celle-là, c'est pas possible. Il y a pas d'exploration, il y a pas de nouveauté. Alors oui, on peut avoir un Piolet d'or pour quelque chose où l'exploration finalement n'est pas le fruit vraiment de l'aventure, comme par exemple Sean Villanueva cette année. C'était un Piolet d'or, il a reçu un Piolet d'or cette année. C'était tout des voies qui étaient connues, topographiées, dont les longueurs étaient connues à l'avance. Mais l'aventure est dingue. Alors nous, c'est vrai que l'aventure est dingue aussi, mais je dirais que si ça l'avait été Piolet d'orisable, ça aurait été peut-être en solitaire, par exemple, avec des jonctions à pied, en ski. Ça aurait été déjà beaucoup plus dans l'air du temps. Et puis ça aurait été une aventure beaucoup plus prolongée de voyage, quoi, en plus. Reste que voilà, ce qu'on a fait, c'est vraiment unique. Pour le refaire, je pense, voilà, c'est très difficile parce qu'il faut avoir les copains motivés, puis la météo au bon moment et les conditions en montagne au bon moment. Mais c'est surtout nous, on a voulu faire ça pour triper entre nous et on en garde un super souvenir. Et le film qu'on a pu faire avec Christophe Rella, immortalise un petit peu tous ces moments qu'on a vécus, dont les bivouacs, effectivement. Eh oui, le film s'appelle Trilogie, effectivement réalisé par Christophe Rella. On a eu le plaisir de le diffuser d'ailleurs sur Télé Grenoble après les rencontres ciné montagne, et vous le retrouverez peut-être à l'occasion sur notre case montagne du dimanche soir, puisqu'on vous propose chaque semaine des films de montagne récents ou anciens. Vous avez d'ailleurs tous les deux un projet de film. Benjamin nous l'a dit sur ce qui s'est passé cet été au Broad Peak et au K2, et puis Antoine, au Pakistan, sur l'expédition de 7 personnes, 2 mois d'expédition. Bon, 2 films qu'on espère retrouver dans les festivals en 2023. Le livre de Antoine Girard s'appelle Parapente alpinisme et vol bivouac autour de la planète. Il est sorti aux éditions du Chemin des Crêtes. On voit d'ailleurs quelques-unes des photos. Il n'y a pas que des photos, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup d'histoires sur les expés d'Antoine. Mais il y a du récit, le partage d'expérience, ouais. Il y a aussi des belles photos qui nous baladent un petit peu partout dans le monde. Benjamin, tenté par une hivernale en Himalaya, maintenant que vous avez fait les 3 faces nord alpines. Toujours remonter le curseur. Non, on va déjà tenter de retourner au K2 et puis après on verra. Mais les hivernales, je les garde pour les Alpes pour l'instant. Bon. Alors, ce livre devrait vous intéresser, gravir les plus hautes montagnes du monde par des froids extrêmes. C'est ce que raconte Bernadette MacDonald dans ce livre 14 8000 en hiver aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle. Elle revient sur les premières hivernales des géants de la planète. Vous savez quel a été le premier 8000 gravi en hiver ? Un petit quiz pour finir. Alors, il y a un film qui est pas mal à regarder, c'est le film Broad Peak. Il s'appelle Broad Peak. Tout à fait. Voilà, qui est impressionnant. Incroyable. Qui est en ce moment sur Netflix, mais c'est pas le premier 8000. Voilà, Le premier on a 8000, cru. Le premier 8000, voilà, il y était presque, mais il manquait quelques mètres. Le premier officiel, en tout cas, c'est l'Everest en 1980, mais par une expé polonaise également, les Polonais qui étaient très à cheval sur les hivernales. Le dernier à avoir été vaincu en hiver, ça c'est facile. Le K2, c'était en 2021 par 10 Népalais qui ont réussi cette montagne jugée inaccessible en hiver. Avec une petite polémique sur le fait que, voilà, peut-être qu'il n'a pas été gravi sans oxygène. Oui, il reste encore. Ça, c'est même possible. Il y a un petit flou. C'est même possible. Mais bon, ils sont allés au sommet. En tout cas, entre ces 2 ascensions, il y a 40 ans d'ascension héroïque et d'histoire parfois méconnues que vous pouvez retrouver donc dans ce livre de Bernadette MacDonald. On reste pour finir dans l'histoire de l'alpinisme racontée, c'est le bon là, cette fois par le guide de haute montagne Claude Gardien. Dans ce livre aux éditions Glénat, Histoire de l'alpinisme, on y retrouve les révolutions, les conquêtes et les personnalités qui ont marqué ces dernières décennies. Bonatti, Wimper, Profit, Destivelle, Béraud ou Lichtech. Il n'y a pas encore de Benjamin Védrine, mais je suis sûr que ça viendra. Claude Gardien, il faudra qu'il remette à jour dans quelques années son édition. En tout cas, il y mêle dans ce livre la grande histoire et la petite, avec de nombreuses anecdotes qui rythment ce livre.
Et puis, dans la même collection, l'écrivain-réalisateur Stéphane Dugard, qu'on a déjà eu l'occasion aussi d'avoir dans Grand Air, signe l'histoire de l'exploration neige et glace, avec notamment la conquête des pôles nord, sud et puis l'Everest, qui est souvent considéré comme le 3e pôle. Là aussi, on y croise des grands noms de la montagne et de l'aventure, comme Paul-Émile Victor et Roger Frison-Roche. Moi, j'étais très content d'avoir 2 grands noms de l'aventure sur cette émission. Benjamin Védride et Antoine Girard. Je vous souhaite bonne continuation. Si j'ai bien compris, vous avez rendez-vous au K2 dans quelques temps. Donc on suivra ça, nous, de notre position, avec beaucoup d'attention. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Merci pour l'accueil. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures.